parler des hommes, de nos relations entre enfants. Icônes et silences, Jin Noué, bienvenue sur Icônes et silences, la chaîne où nous révélons les vérités cachées derrière les plus grandes légendes de notre culture, sous le soleil éclatant de Saint-Tropez ou sur les planches prestigieuses des théâtres parisiens. Il était le symbole éternel du rire et de la joie de vivre à la française. Pourtant, dans les derniers mois de sa vie, enfermé dans le lourd silence de son appartement, cet homme a prononcé une phrase qui a brisé le cœur de toute une génération. Avec une voix fatiguée et un regard vidé de toute espérance, il a simplement confessé que la vie n'avait plus aucun intérêt et qu'il attendait la mort. Comment une figure si monumentale a-t-elle pu sombrer dans une telle détresse? Comment ce pilier de la tradition théâtrale, l'incontournable adjudant des 30 Glorieuses, a-t-il perdu sa lumière qui a pu éteindre la lumière dans les yeux de ce géant si familier derrière la carrure imposante, les colères théâtrales et les mimiques inoubliables que nous connaissons tous, se cachait en réalité un homme profondément rongé par le doute et la peur, un homme portant le fardeau d'un mensonge immense qu'il a dû cacher à son propre père, un ingénieur brillant et exigeant pendant des décennies entières. Sous le costume du comique populaire, il y avait un artiste qui, même au sommet absolu de sa gloire publique, a dû ravaler sa fierté avec amertume lorsqu'une voix influente de l'industrie l'a réduit à l'état de vulgaire ringard bon marché. Michel Galabru a passé sa vie à faire rire un pays tout entier, tout en cachant soigneusement ses propres larmes et ses tragédies familiales insupportables. Si le grand public pensait naïvement que les applaudissements et la célébrité finissent toujours par guérir les blessures de l'enfance, l'histoire de ce monstre sacré de notre cinéma prouve tragiquement le contraire. Mais au moment même où la France entière saluait son génie comique, une ombre grandissait dans les coulisses, prête à tout dévorer, avant de découvrir la phrase cruelle qui a bouleversé sa perception de lui-même pour toujours, et de comprendre la double vie déchirante qu'il a menée pour survivre dans ce milieu souvent impitoyable. Nous devons d'abord remonter le temps, nous devons retourner sous le soleil lointain de son enfance, là où tout a commencé pour un petit garçon qui se croyait condamné à l'échec. Avant de devenir l'idole des foules, Michel a dû conquérir la capitale avec un secret lourd à porter, fuyant les attentes étouffantes de sa famille bourgeoise, et particulièrement de ce père ingénieur qu'il redoutait tant. Il s'est réfugié dans la poésie et le théâtre classique, au prix de nombreux sacrifices. Il a décroché une place convoitée à la prestigieuse Comédie Française pendant cette longue année. Il a foulé ses planches sacré, jouant les grands textes de Molière, de Beaumarchais et de Marivaux sous le regard sévère des maîtres de l'époque. Mais la France d'après-guerre, une nation encore marquée par les cicatrices de l'histoire et en pleine reconstruction économique, avait un besoin vital et urgent de légèreté. Le destin l'a alors arraché aux tragédies classiques, le poussant malgré lui vers la lumière éblouissante des comédies populaires. Un genre qui allait faire de lui une véritable icône nationale et bouleverser le cours de son existence. C'est en 1964 que sa vie a basculé pour l'éternité avec la sortie fulgurante du film Le Gendarme de Saint-Tropez. En endossant l'uniforme étriqué de l'adjudant Jérôme Gerbert, il a formé avec l'incomparable Louis de Funès un duo comique légendaire qui a immédiatement conquis le cœur du pays tout entier. À travers cette série de films incontournables, il incarnait le chef râleur, colérique mais profondément humain et attachant, devenant le visage familier de nos étés ensoleillés et le symbole absolu d'une France insouciante, celle des 30 Glorieuses. Chaque projection dans les salles obscures était un remède miraculeux contre la morosité quotidienne, une parenthèse enchantée où des familles entières se retrouvaient pour rire à l'unisson. Le public l'a rapidement érigé en figure paternelle bienveillante, un homme dont la voix tonitruante et l'accent chantant du Sud rassuraient des millions de spectateurs, faisant de lui l'un des acteurs les plus rentables du box-office national. Mais réduire cet artiste à ses seules mimiques comiques et à ses coups de
100% burlesque serait une grave erreur que l'histoire du cinéma a failli commettre. Pour prouver la profondeur bouleversante de son talent dramatique, il a livré une performance magistrale et terrifiante dans le drame Le Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. Ce rôle inattendu lui a valu la consécration suprême de ses pairs avec le César du meilleur acteur en 1977, démontrant à l'intelligentsia parisienne qu'il était un immense tragédien, capable d'incarner la folie, la misère et la douleur avec une justesse vertigineuse. D'autres succès retentissants, comme son apparition inoubliable dans La Cage aux folles ou encore le classique Le Viager, ont définitivement consolidé son statut de monstre sacré incontesté du paysage culturel français, respecté tant par le grand public que par les critiques les plus exigeants. Pourtant, alors que la nation entière l'applaudissait à tout rompre et que les salles de cinéma ne désemplissaient pas, une réalité bien plus sombre et pernicieuse se dessinait loin des caméras et des tapis rouges. Derrière les trophées dorés, les rires tonitruants et les sourires de façade, le système implacable du cinéma français commençait à resserrer son emprise suffocante sur lui. Le public ignorait totalement que l'homme qui les faisait tant vibrer était pris au piège d'une machine financière écrasante et d'un mépris intellectuel d'une rare violence. Pendant que la gloire brillait de mille feux, une humiliation secrète et un mot d'un immense mépris prononcé par un puissant producteur allait bientôt lui faire comprendre la cruelle vérité de son métier, car si les spectateurs voyaient en lui une étoile éclatante et intouchable, l'industrie, elle, ne voyait qu'une marchandise corvéable à merci, prête à être sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Alors que le public voyait en Michel Galabru une vedette épanouie et rayonnante, la réalité dans l'ombre des plateaux de tournage était d'une cruauté effarante. L'industrie cinématographique, loin de le protéger ou de le chérir à la hauteur de son immense talent, l'a souvent traité avec une condescendance blessante, l'enfermant dans une case dont il a souffert en silence. Pour une grande partie des décideurs et des producteurs de l'époque, il n'était pas le digne héritier des grands maîtres de la comédie française, mais simple produit de consommation courante, une valeur marchande destinée à remplir les salles sans exiger de grands égards de leur part. Cette violence symbolique a atteint son paroxysme lors d'un épisode profondément humiliant qui a laissé une cicatrice indélébile dans l'âme de l'acteur, un moment de trahison où le masque de la grande famille du cinéma était tragiquement tombé. Un jour, alors qu'il se trouvait dans les coulisses de la préparation de la célèbre saga du gendarme, il a surpris par un hasard malheureux une conversation glaciale qui allait redéfinir sa vision du métier pour le reste de ses jours. Le producteur du film, discutant ouvertement de la distribution et des finances, a lâchement lâché une phrase d'un mépris absolu, affirmant qu'il suffisait de payer grassement Louis de Funès et que pour l'entourer, il n'y avait qu'à engager des ringards, car il refusait catégoriquement de dépenser le moindre centime supplémentaire pour eux. Entendre ce mot de ringard, cette insulte d'une violence inouïe, ce fut un véritable coup de poignard pour cet homme, lui qui avait voué sa jeunesse entière au texte classique. Il a soudainement compris, avec une lucidité douloureuse, qu'il n'était qu'un rouage interchangeable dans une machine à sous gigantesque, un pion que l'on méprisait tout en exploitant son visage et sa voix tonitruante pour faire fortune. Cette blessure narcissique profonde a été cruellement aggravée par une réalité financière terrifiante qui a transformé sa carrière en une course épuisante pour la survie quotidienne. Contrairement aux apparences étincelantes, l'adjudant le plus célèbre de France vivait dans la peur panique et constante du fisc, harcelé par des impôts écrasants qui menaçaient de ruiner le foyer de sa famille à tout instant. Pour éponger ses dettes perpétuelles et assurer un toit à ses enfants, il s'est retrouvé prisonnier d'un engrenage infernal, contraint d'enchaîner frénétiquement les tournages sans avoir le luxe élémentaire de choisir ses rôles. Il a ainsi tourné dans des dizaines de films médiocres, ces fameux nanars alimentaires, acceptant des scénarios qu'il savait pertinemment mauvais, simplement parce qu'il fallait bien payer les factures à la fin du mois. Ce système l'a utilisé jusqu'à l'épuisement, transformant le jeune homme passionné par Molière en un forçat de la pellicule, obligé de brader son art sous la pression étouffante des nécessités matérielles.
Pendant que les critiques intellectuels le raillaient avec mépris pour ses choix de carrière parfois douteux, lui ravalait sa fierté, sacrifiant ses nobles ambitions d'autrefois sur l'autel du devoir familial. Il souriait généreusement devant les caméras, mais derrière ce masque d'éternel bon vivant se cachait une solitude vertigineuse et un sentiment persistant d'imposture face à une élite arrogante qui refusait de le comprendre. Pourtant, Michel Galabru a enduré cette souffrance silencieuse avec une dignité remarquable, trouvant son unique refuge dans l'amour inconditionnel de ses proches et particulièrement de son épouse. Mais alors que l'hiver de sa vie approchait à grands pas et qu'il espérait enfin trouver une paix méritée loin de la cruauté hypocrite des plateaux de tournage, le destin se préparait secrètement à frapper le coup de grâce. Car si les blessures d'orgueil infligées par le monde du spectacle finissent parfois par s'estomper avec les années, les tragédies personnelles, elles, ouvrent des brèches que rien ne peut combler, menant tout droit vers le chapitre le plus sombre de son existence. Lorsque les feux de la rampe s'éteignaient et que le rideau de velours retombait lourdement sur la scène, Michel Galabru ne trouvait la paix qu'auprès des siens. Loin du tumulte hypocrite du monde du cinéma, pendant des décennies, son épouse bien-aimée Claude avait été son phare dans la nuit, l'ancre d'une solidité à toute épreuve qui le retenait à la vie lorsque les angoisses et le sentiment d'imposture menaçaient de l'engloutir. Elle était la seule personne capable de penser les blessures invisibles laissées par les regards méprisants des producteurs et les exigences d'un métier cruel. Mais alors qu'il avançait paisiblement dans le crépuscule de son existence, le destin, d'une cruauté absolument implacable, a décidé de lui arracher tout ce qu'il chérissait le plus au monde. La tragédie a d'abord frappé avec la disparition bouleversante de son frère bien-aimé Marc en 2014, lui arrachant violemment un pan entier de sa propre jeunesse et de ses souvenirs les plus intimes. Pourtant, le coup de grâce, l'événement totalement dévastateur qui a définitivement brisé le cœur de ce colosse, est survenu l'année suivante, après une lutte longue, épuisante et déchirante contre la maladie de Parkinson. Sa tendre Claude a fermé les yeux pour toujours au mois d'août 2015. Soudainement, le monde de Michel s'est effondré dans un silence assourdissant. L'homme qui avait fait pleurer de rire des millions de familles françaises indéodiens s'est retrouvé tragiquement seul, errant comme une âme en peine dans un appartement parisien devenu effroyablement vide. Les trophées dorés posés sur les étagères de son salon, les souvenirs des triomphes au box-office et les applaudissements fantomatiques de son passé ne pouvaient absolument rien faire contre le froid glacial de cette absence insurmontable. Le grand public continuait de voir en lui l'éternel gendarme jovial, l'icône indestructible des étés heureux, ignorant totalement l'agonie silencieuse qui dévorait son âme au quotidien. Il s'est senti dramatiquement abandonné, non pas par ses fidèles admirateurs, mais par l'existence elle-même qui venait de lui voler son unique raison de sourire véritablement. L'industrie du divertissement est toujours pressée de tourner la page et de célébrer de nouvelles idoles flamboyantes. Laisser cet immense artiste s'enfoncer seul dans les méandres de la dépression, enfermé dans une douleur d'une intensité insoutenable, incapable de trouver la moindre consolation dans ses gloires d'antan, il a compris que le jeu des apparences était définitivement terminé, et c'est précisément au cœur de ces ténèbres absolues, alors qu'il n'avait plus la moindre force pour faire semblant d'être heureux, que l'acteur allait prendre une décision qui allait marquer les esprits. Il allait finalement arracher ce masque comique que la société lui avait collé sur le visage pendant un demi-siècle pour livrer, lors de ses dernières apparitions publiques, une vérité si sombre et si bouleversante qu'elle allait figer la France entière d'émotion. C'est à l'âge de 93 ans, alors que le grand public espérait encore le voir plaisanter sur les plateaux de télévision, que Michel Galabru a pris la décision déchirante de briser ce pesant silence. Invité à s'exprimer dans les médias, notamment au micro de la radio RTL, les journalistes s'attendaient à retrouver l'octogénaire truculent, toujours prêt à raconter une anecdote croustillante sur les tournages du passé. Mais ce jour-là, l'homme qui s'est présenté face au microphone n'était plus un comédien en représentation, mais un être humain profondément meurtri.
dépouillé de tous ses artifices. D'une voix frêle, marquée par le poids insoutenable de l'âge et du chagrin, il a prononcé des mots d'une noirceur foudroyante qui ont instantanément pétrifié l'audience. Sans aucun filtre, sans chercher à préserver son image de bon vivant éternel, il a simplement avoué avec une sincérité désarmante que la vie n'avait plus le moindre intérêt à ses yeux et qu'il attendait la mort avec une impatience résignée. Cette déclaration bouleversante n'était pas une simple plainte, mais bien le cri d'alarme d'un homme qui réalisait l'absurdité tragique de sa propre légende pour la première fois de son existence. Il a osé exposer publiquement la futilité cruelle de cette industrie du divertissement, un système vorace qui vous idolâtre tant que vous êtes rentable pour mieux vous abandonner lorsque la fragilité vous rattrape. Devant la France entière, il a confessé le lourd secret qu'il portait depuis l'enfance, racontant l'angoisse d'avoir menti à son propre père en s'inventant des études de droit à Paris pour masquer une vocation théâtrale dont il se sentait si indigne. Il a évoqué sans phare ce sentiment tenace d'imposture qu'il avait toujours hanté, admettant avoir accepté des rôles sans envergure sous la contrainte d'un système financier oppressant qui l'avait réduit à une simple machine à rembourser des dettes. Face à cette confession inattendue et poignante, un silence respectueux s'est abattu sur le pays tout entier, remplaçant brutalement les rires par une onde de choc émotionnel et une vague d'empathie sans précédent. Les animateurs, d'ordinaire si prompts à rebondir sur la moindre légèreté, ont été frappés de stupeur devant la nudité bouleversante de son désespoir. Le public a soudainement compris que chaque sourire affiché à l'écran cachait en réalité un sacrifice personnel incommensurable et une peur constante du rejet, en pointant du doigt l'hypocrisie d'un milieu qui encense les triomphes, mais détourne pudiquement le regard face à la solitude des loges désertes. Michel a repris le contrôle absolu de sa propre vérité. Il n'était plus le pitre de service docile, ni le comédien de second rang méprisé par certains intellectuels arrogants, mais un artiste majestueux dans sa vulnérabilité assumée, réclamant enfin le droit imprescriptible d'être malheureux. Après avoir ainsi vidé son cœur de ses fardeaux les plus douloureux devant ses admirateurs silencieux, il ne restait à ce titan fatigué qu'à tirer sa révérence finale d'une manière que personne n'aurait pu anticiper, scellant son destin d'une façon presque poétique. Le 4 janvier 2016, Michel Galabru s'éteint paisiblement dans son sommeil, rejoignant enfin les étoiles le jour exact de l'anniversaire de son épouse bien-aimée Claude, comme une ultime et poétique déclaration d'amour éternel. Cette fin bouleversante, à la fois digne et profondément romantique, nous invite à une réflexion nécessaire et profonde sur la véritable nature de la célébrité et sur le prix exorbitant que paient au quotidien ceux qui nous divertissent. L'histoire tragique de cet homme magnifique ne lui appartient pas exclusivement. Elle résonne silencieusement comme le cri étouffé de tant d'autres artistes, acteurs précoces ou légendes oubliées qui ont été exploités, usés, puis abandonnés par un système médiatique impitoyable. Que se passerait-il véritablement si l'industrie du spectacle traitait enfin ses talents remarquables comme des êtres humains fragiles, dignes de compassion, et non plus comme de simples produits de consommation jetables destinés à maximiser les profits? Sommes-nous, en tant que public, véritablement prêts à écouter la douleur sourde de nos idoles avant que les projecteurs ne s'éteignent à tout jamais sur leur détresse, derrière chaque icône intouchable, derrière chaque personnage burlesque adoré aveuglément par les foules? Il y a toujours une âme complexe qui mérite d'être respectée et entendue au-delà des rires enregistrés. Le parcours jonché d'obstacles de cet immense comédien nous rappelle cruellement que la gloire publique ne protège absolument personne contre la solitude intime et les drames inévitables de l'existence. Nous avons tous allègrement consommé sa joie de vivre communicative sur nos petits écrans, mais le monde a tragiquement détourné le regard face à ces larmes silencieuses. Aujourd'hui, en honorant respectueusement la mémoire de ce géant incontesté du cinéma français, nous devons absolument changer notre propre façon de regarder les artistes, comme il l'aurait probablement murmuré avec cette humilité bouleversante qui le caractérisait tant. Je ne cherche aucune compassion artificielle et je n'attends absolument aucun pardon de la part de l'industrie.
Je désirais simplement que mon histoire intime soit enfin racontée avec ma propre voix pour que la vérité l'emporte sur l'illusion.